Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, l'agriculture constitue la principale source de revenus en Afrique, mais le fait que son potentiel n'est pas encore pleinement exploité, cela explique en partie la persistance de la pauvreté et la détériorisation de la sécurité alimentaire sur le continent, avec comme conséquence l'augmentation prévue du nombre de personnes touchées par la malnutrition. On en parle dans cette émission et nous recevons Fona Konaté. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Vous êtes sociologue, nous allons certainement avoir un regard un peu sociologique sur la question de développement, plus précisément sur les questions d'agriculture. On le sait tous, le développement de l'Afrique, du continent africain, est beaucoup plus basé sur l'agriculture. Est-ce que c'est un atout ou c'est un défaut selon vous? D'accord, merci pour ce cadre d'échange autour de cette question que je pense est capitale pour l'Afrique. Et justement, le regard que je porte sur cette question, je pense que c'est à double volet. D'abord, c'est un avantage. C'est un avantage parce que le développement de l'agriculture permet de répondre à des besoins primaires tels que se nourrir et aussi donner de l'emploi. Parce qu'on sait quand même que sous nos tropiques, l'agriculture, particulièrement en Côte d'Ivoire, emploie plus de 40% de la population active. Et au-delà de cet élément qui pour moi est un atout, développer l'agriculture aussi permet d'être moins exposé à la dépendance de l'extérieur. Mais aussi, c'est en même temps un inconvénient, en fait, le second volet, parce que dépendre essentiellement de l'agriculture en tant qu'instrument de développement, ça s'assujettit, on va dire, aux fluctuations du marché international. L'Afrique devrait penser à diversifier les secteurs parce que lorsqu'aujourd'hui il y a une crise comme celle de la Russie et de l'Ukraine, vous voyez que tout le monde est en difficulté, les prix ont flambé. Donc justement ça, en termes de fondement de l'économie, c'est un inconvénient et un gros handicap. Et surtout qu'on a un secteur qui est très peu développé avec des petits producteurs surtout, qui n'arrivent pas à satisfaire à la demande et qui exposent justement à toutes sortes de crises. Du 25 au 27 janvier, il est prévu un grand sommet africain sur les questions alimentaires qu'on appelle Dakar 2. Mais en attendant la tenue de ce sommet, les grands dirigeants mondiaux qui travaillent au développement de l'agriculture se sont retrouvés à Rome et ils ont estimé que l'autosuffisance alimentaire, nourrir l'Afrique d'ici à 2030, c'est possible. La question c'est de savoir comment est-ce que l'Afrique devra y parvenir. Comment l'Afrique devrait y parvenir, je pense que c'est effectivement une question assez centrale parce que quand on voit aujourd'hui l'état d'avancement du développement agricole, on va dire ça comme ça, on voit déjà que c'est une agriculture qui n'est pas très bien développée et qui n'est pas très bien structurée. Et surtout que la plupart de tout ce que nous produisons, c'est essentiellement à l'état brut. Est-ce qu'on parviendra d'ici 2030 à transformer? Et parfois pour l'exportation, on produit et on exporte. On produit et on exporte. Et essentiellement, tout ce qu'on produit, c'est pas, ça ne suit pas toute la chaîne de transformation, de sorte à pouvoir rendre la consommation locale quelque chose de très accessible et de très partagé. Donc d'ici 2030, c'est possible s'il y a de très bonnes réformes, mais aussi, qui parle de réforme parle de moyens institutionnels, humains. Est-ce que le capital humain est déjà au rendez-vous pour pouvoir répondre à cette exigence-là? Je pense qu'on a un écosystème encore assez fragile, qui n'est pas très bien développé en matière d'expertise. Et donc, je pense que c'est une volonté affichée. Et même si à l'horizon 2030, l'objectif n'est pas atteint, mais je pense que le défi sera vraiment de pouvoir réaliser la réforme institutionnelle possible et s'engager plutôt dans le développement du capital humain. Et pourquoi pas aussi la recherche. D'accord, parce que selon l'objectif, c'est de travailler à l'éradication de la faim. L'Afrique souffre de la faim. Lorsqu'on parle de volonté, on fait beaucoup plus allusion à la volonté politique. Est-ce que la volonté politique y est quant au développement du secteur agricole? Je pense que c'est une condition quand même non négociable parce que, comme je le disais à l'entame, les besoins primaires sont le besoin de se nourrir,
Et donc, si un État n'est pas en capacité de nourrir sa population, vous voyez que tous les autres problèmes peuvent surgir à tout moment. Donc, ce n'est même pas une option, mais c'est la seule alternative. Et donc, on a l'obligation de pouvoir s'investir, s'engager dans cette voie-là. Au sujet des investissements, quelle pourrait être la collaboration, la franche relation entre le secteur public et le secteur privé? Je pense qu'aujourd'hui, le secteur privé peut apporter beaucoup. Apporter beaucoup en termes de quoi? En termes de recherche, en termes d'expertise, parce que ça permet quand même de technologie, parce que ça permet quand même d'avoir un horizon assez large et diversifié de partenaires qui peuvent apporter des expertises précises à certains niveaux, que ce soit au niveau de la transformation, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de l'encadrement, ou même que ce soit au niveau des techniques agricoles. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse relever le défi de l'autosuffisance ou bien du développement agricole si les pratiques culturelles demeurent celles qu'on observe aujourd'hui, avec des petits producteurs, avec des moyens rudimentaires. Voilà. Donc je pense qu'on est toujours encore dans cette agriculture classique. Voilà, que ce soit pour les cultures de rente ou pour les cultures vivrières. Et quand on parle d'agriculture classique avec les cultures de rente et les cultures vivrières, on n'oublie pas les femmes. Il y a la question de l'autonomisation. Les femmes, elles sont les plus nombreuses dans ce secteur. Cependant, elles sont vulnérables. Les femmes, parfois, sont laissées pour compte quant à la redistribution des revenus. Dans cette planification d'ici à 2030, quelle devrait être la prise en compte des femmes pour qu'elles puissent en bénéficier autant que les hommes? Je pense qu'il faut penser à une politique quand même qui puisse créer un système d'accompagnement des femmes qui les fasse évoluer hors, on va dire, du cercle familial. Parce que la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que l'économie des femmes se construit juste dans les cercles familiaux. Et donc, si on arrive à mettre en place un système ou un mécanisme d'accompagnement qui leur permet soit d'agir au niveau plus industriel ou semi-industriel, automatiquement, ça les met dans la chaîne de production des valeurs autour ou du moins dans cet écosystème-là qu'on a actuellement. Et donc, accompagner les femmes, c'est leur donner les moyens. Accompagner les femmes, c'est les faire sortir de ce cercle familial-là pour les mettre dans des configurations beaucoup plus importantes et y mettre tout ce qu'il y a comme accompagnement, que ce soit pour comment on appelle, les machines qu'on met à leur disposition, que ce soit pour la formation, que ce soit même pour les espaces mis en valeur. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, comme vous l'avez dit, cette vulnérabilité là aussi, elle s'explique par le fait que la priorité n'est pas accordée aux femmes d'avoir par exemple des espaces à elles-mêmes en tant que propriétaires terriens et tout ça. Et ça, déjà, au niveau basique, ça, ce sont des blocages. D'accord, on constate qu'il y a de plus en plus de nombreuses personnes qui sont au chômage. Comme vous avez parlé tout à l'heure de la formation, il y a le besoin qui est créé. Est-ce que les politiques, les gouvernements ne penseraient pas également à orienter beaucoup plus de jeunes dans ce secteur à travers la formation, de telle sorte que ces derniers n'aient pas toutes les difficultés liées à l'emploi? Les terres arables sont en Afrique, il y a des potentialités, il y a les moyens qu'on pourrait mettre à leur disposition. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je pense que c'est quand même assez essentiel parce que dans ce qui concerne par exemple la Côte d'Ivoire, on sait que l'agriculture a connu un boom dans les années 80. Après, on a eu un peu... le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Voilà, la fameuse expression, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont incités? Est-ce qu'ils sont motivés à retourner à l'agriculture? Donc, je pense qu'il y a ce facteur motivation qu'on peut créer en orientant aujourd'hui avec le système éducatif qu'on a. On a la possibilité, je pense déjà quand même que c'est perceptible dans la volonté politique qu'on observe parce qu'il y a des universités spécifiquement consacrées à l'agriculture. Ça, ce sont des éléments qui peuvent constituer des vocations et motiver beaucoup plus de monde à se convertir ou s'investir dans l'agriculture. Fona Konaté, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous sommes à la fin de cette émission autour de la question de l'agriculture, nourrir l'Afrique d'ici à 2030, éradiquer la faim. Merci d'avoir pris donc part à cette émission. Merci, c'est moi qui vous remercie de l'honneur fait. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.